Vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien sur One TV. Ici, il y a le bonheur et l'émission, c'est Échauffement. Je serai avec deux dinosaures, deux compagnons, que dis-je, deux confrères. GPP, Amakwe, bonsoir. Bonsoir à vous FSP, bonsoir à toutes et à tous. Vous savez, quand vous avez le bonheur d'avoir le contrat de vie renouvelé, assaisonné de cela par la santé et la joie de vivre, c'est avec un grand plaisir qu'on est là pour informer l'opinion publique, aussi bien locale qu'internationale, sur les questions sportives. Et c'est un bonheur notamment de partager ce plateau en votre compagnie et pourquoi pas de vivre d'excellents moments avec les téléspectateurs. Et le second, c'est Gérard Yaobi, mais sans vie, à Huebia. Bonsoir. Bonsoir FSP, bonsoir amis téléspectateurs de One TV. Heureux de vous retrouver encore ce soir pour décrypter l'actualité sportive. Ouais, et nous allons démarrer bien sûr par le Ballon d'Or avec Dembélé. Dembélé qui est Ballon d'Or. GPP, est-ce que on dirait que ça fait un tic quand je parle de Dembélé? Vous n'êtes pas d'accord avec son élection? Non, pas vraiment. Moi, je pense que c'est quand même une grosse leçon de réussite. C'est un exemple qui qui prouve que quand vous êtes rejeté à un endroit, vous pouvez aller ailleurs et briller. Il a pris une revanche sur la vie, il a pris une revanche sur les difficultés. Un garçon qui a connu une saison ou des saisons assez compliquées du côté de la Catalogne, jalonné par des blessures et qui retrouve son prime au niveau du PSG et qui décroche le ballon. Donc je pense que c'est tout un symbole, c'est toute une leçon derrière et il mérite amplement vu la saison exceptionnelle qu'il a réalisée avec son club, le PSG. C'est le mérite également pour un homme, Luis Enrique, qui a su mettre en évidence cette magnifique patte gauche de ce jeune homme-là qui pour l'instant est en train de sortir de la spirale négative et retrouve un peu plus de joie, un peu plus de lumière. Vous avez vu ses larmes, ça en dit long sur la lumière qu'il retrouve aujourd'hui et sur les difficultés qu'il a traversées. Donc je ne peux pas être contre, c'est déjà bien de discipliner un temps soit un peu les jeunes gens qui pensent qu'ils peuvent arriver du jour au lendemain et décrocher le titre de ballon d'or. Je sais que les amis Blaugrana, les Catalans ne seront pas d'accord avec moi, mais ça va nous permettre d'avoir une année encore plus intéressante avec des garçons comme Lamine Yamal qui arrive, Kylian Mbappé qui est en feu là. Je pense qu'on aura une saison encore plus réussie, mais félicitations à Ousmane Dembélé, Dembouz comme on aime l'appeler, et bravo pour son ballon d'or. Est-ce votre avis, mon cher Gérard Yaobi, mais sans vie? Ousmane Dembélé, il ne pouvait pas être autrement parce que, qu'il vous souvienne de ses débuts à Rennes, il était pas mal déjà. Il avait suivi une très bonne formation à Rennes, passant par Dortmund. Et il s'est retrouvé de l'autre côté du Barça, croyant que peut-être que c'était là qu'il aurait... son rêve serait réalisé parce qu'il a dit son rêve c'était jouer au Barça. Malheureusement, au Barça, il n'a pas été ce qu'on pensait. C'était plus un cauchemar. C'était plus un cauchemar d'ailleurs, avec les problèmes d'ailleurs. Vous avez vu dans son discours déjà, lorsqu'il remerciait les gens, il a pratiquement, j'ai lu en lui celui-là qui, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait nécessairement quand même remercier le Barça, sinon il n'allait pas le faire. Qu'il vous souvienne cette débat avec l'équipe à la dernière minute, comment il était parti du Barça. Heureusement que... Et vous avez vu, hier il a remercié beaucoup plus le président du PSG parce qu'il a vu, il a été jusqu'à dire qu'il le prend comme un papa parce qu'à un moment donné, il a cru en lui. Et je dis, c'est la conséquence de cette difficulté, simplement parce qu'il a compris qu'à un moment donné, il fallait se donner, il ne fallait pas se décourager. Il a pris exemple bien sûr sur Benzema qui l'a beaucoup soutenu à un moment donné. Et je dis, il ne pouvait pas être autrement parce que quand on prend Lamine et Yamal, et Marocain, Dembélé, malien parce qu'il est né d'un père malien, d'une mère, je crois, sénégalaise, mauritano-sénégalaise, de la même
du même que Lamine Yamal, finalement, les gens se sont retrouvés dormus parce qu'ils se sont dit qu'ils vous souviennent que l'année dernière, ce trophée a été volé à Vinicius. Vous avez des preuves. Mais il ne pouvait pas être autrement parce que si vous Après, prenez la saison. Voler, je trouve quand même que c'est un peu trop appuyé, un peu exagéré, parce que derrière, on peut ne pas être d'accord avec les choix des amis de France Football, mais on sait que c'est des votes. C'est des votes, et si les gens n'ont pas voté en majorité pour Vinicius Junior, ça ne veut pas dire qu'on lui a volé. C'est vrai qu'on aurait voulu, et même moi, même si vous voulez mon avis personnel, on aurait voulu que ce soit Vinicius Junior. Sur la saison, il a survolé, il a surclassé tous les joueurs de son espèce. Mais après, dire que c'est volé... Vous savez, GPP, il faut appeler un loup, un chat, un chat. Parce que on va pas, je sais pas pour FSP, mais on va pas vous permettre quand même que vous parliez de vol. Parce que derrière, si vous étiez amené à prouver véritablement que cela a été volé, quels sont vos arguments? Bon, voilà. Ok, je vais vous dire. Allez, sur cette saison, qu'est-ce qu'on peut reprocher à Vinicius? Il a tout pris pratiquement. Meilleur buteur, ils ont remporté tout. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Bon, ok, d'accord. Lorsqu'on prend cette saison, par exemple, la saison actuelle, où Dembélé, les gens ont crié, 35, il a marqué 35 buts. Lamine Yamal, 9 buts. Dembélé, champion d'Europe. Dembélé, champion de France. Dembélé, comment on appelle, coupe de la Ligue. Il a tout pris. C'était pratiquement la même chose. Mais on est allé sortir quelqu'un de nulle part. Que tout le monde était, à un moment donné, tout le monde était même surpris qu'on remette le trophée. Lui-même qui prenait le trophée était surpris. Donc, je dis cette année, au moins, il y a eu plus. Il y a plus d'honnêteté. Sinon, vous voyez, ça se dit déjà un peu partout, ou peut-être même un sélectionneur, je continue par chercher, il y a un sélectionneur qui ne vote peut-être même pas pour son propre joueur, je dis, ça pose un problème. Et moi, je m'étais demandé à un moment donné comment ça peut arriver. Ou celui-là qui te fait gagner plusieurs matchs, que tu sois incapable de voter pour lui, mais ça pose problème. Heureusement que les dieux, je veux dire les dieux de l'Afrique, étaient avec lui, puisque après tout, il est africain, et à un moment donné, il a eu sa nationalité. Mais écoutez... Quelle est cette affaire africaine, français? Non, soyons fiers. Écoutez, il est temps, et GPP, il faudrait que les gens reconnaissent que l'Afrique, désormais, a sa place dans le monde, et il est temps qu'on reconnaisse réellement ce qu'est réellement l'Afrique. J'ai juste une question. Oui. Ousmane Dembélé porte quelle tunique? Mais écoutez... Non, répondez-moi en toute honnêteté. Il y a plein de gens qui se naturalisent aujourd'hui. Non, écoutez, Ousmane Dembélé porte quelle tunique? Il est français. Bon, ça me va. Oh non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La couleur de peau, l'origine aujourd'hui, c'est des débats obsolètes. À partir du moment où vous portez une nation, qu'il a fait son choix, jouer pour la France, qu'il ait des origines africaines, c'est un Français bon teint. Ça veut dire c'est un Français, nous sommes d'accord. Simplement que nous devons nous-mêmes commencer par nous prendre plus au sérieux. C'est ça. Commencer par travailler pour qu'on dise, écoutez, c'est un Africain, au lieu de prendre des Français pour Africains, et etc. Oui, vous direz, même s'ils sont de peau noire, vous direz quoi, c'est de ça qu'il s'agit. Vous direz quoi Il faut qu'on travaille. Vous direz quoi des gens d'autres peaux naturalisées sous vos cieux? Vous avez des exemples, au Bénin comme au Togo. Vous vous rappelez des Brésiliens qui ont joué sous la tunique togolaise? Pourquoi vous n'avez pas crié? Pourquoi les Brésiliens ne sont pas venus crier ici que c'est des gens d'origine brésilienne? Voilà, on va poursuivre. Il faut reconnaître que les gens ont toujours dans le sommet. Le plus cher, il faut comprendre ça. Nous parlerons du premier tour préliminaire aller des compétitions interclubs de la CAF. On fera un zoom sur les clubs togolais et béninois. Nous parlerons également des mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés à Tokyo. Nous irons un peu partout à Rome pour voir un peu les championnats du monde de pétanque où il y avait beaucoup de pays absents comme le Bénin, disons champion du monde en double mixte. Le Togo également n'y était pas. Ce n'est pas une bonne chose pour le président Azema Claude. Et puis, d'autres sujets également interviendront dans cette émission. Échauffement, c'est parti.
Direction le Bénin, où on parlait la semaine dernière de la Fédération béninoise de football, où il y a eu des décisions qui ont été prises, des présidents fâchés, et finalement, c'est un président du club qui a fini par saisir une des commissions, la commission d'éthique. On va retrouver GPP. GPP, c'est parti. À 2 semaines seulement du démarrage du championnat national 2025-2026, la Fédération béninoise de football s'illustre de nouveau par des décisions pour le moins surprenantes. Réunis en section extraordinaire le samedi dernier à Link Hotel à Lokossa, les membres du comité exécutif, sous la présidence de Francis Kotogbian, premier vice-président de l'instance, en l'absence du président Mathurin de Chacus, ont pris une série de résolutions qui ne manquent pas de susciter la controverse. Dissolution du conseil de gestion de la Ligue professionnelle de football, dissolution du comité ad hoc chargé de l'élaboration des tests fondateurs de la dite ligue, installation d'un comité transitoire de gestion et report d'une semaine du démarrage du championnat. Des décisions qui passent mal. Officiellement, la FBF justifie ces mesures par un souci de réorganisation. Mais du côté des clubs, l'incompréhension domine. Plusieurs présidents se sont confiés à nous et n'ont pas caché leur mécontentement. On n'a jamais vu ça à la FBF, lâche l'un d'eux, visiblement frustré par la tournure des événements. Selon leurs propos, il est inconcevable de dissoudre des organes déjà en place à quelques jours seulement du coup d'envoi du championnat sans élection claire ni processus inclusif pour désigner de nouveaux responsables. Cette décision jugée précipitée est perçue comme un coup de force qui fragilise davantage une maison déjà secouée. C'est une première, on dirait que l'intérêt général du football a été sacrifié au profit de luttes internes, regrette un autre dirigeant visiblement dépassé par les événements. Comme pour confirmer ces inquiétudes, la commission d'éthique de la Fédération béninoise de football elle-même est sortie de sa réserve à la suite de la requête introduite par M. Guillaume Foyny, directeur général de Winsou Sport de Niki, que l'organe a examiné la situation. Cette saisine prouve à quel point les clubs sont excédés et décidés à se faire entendre. Dans une décision officielle datée du 18 septembre 2025, décision numéro 002, CE-FBF 2025, la commission d'éthique a clairement désavoué le comité exécutif. Elle estime que la création du comité transitoire décidé le 12 septembre viole les statuts de la fédération, notamment l'article 21.4. Elle rappelle que seul un conseil de gestion prévu par les tests peut assurer la conduite de la ligue professionnelle. Le comité transitoire ne saurait s'y substituer. Allant plus loin, la commission a exigé la mise en place immédiate du conseil de gestion avant le démarrage du championnat afin de garantir la bonne gouvernance et la transparence. Sa décision a été notifiée au comité exécutif, à la société Winsou Sport de Niki, au club professionnel et même au ministre des Sports. Jamais dans l'histoire récente de la Fédération béninoise de football, un tel désaveu interne provoqué par la plainte d'un club n'avait été enregistré. Depuis l'annonce du retrait de Mathurin de Chacus de la Fédération béninoise de football, notamment à sa présidence, les tensions internes n'ont cessé de se multiplier. Des clans se sont formés, chacun cherchant à préparer l'après de Chacus. Et les récentes résolutions semblent confirmer cette impression d'une fédération en proie à des calculs politiques plus qu'à une gestion sportive rigoureuse du sport roi au Bénin. Le fait que la commission d'éthique ait elle-même constaté des violations graves des statuts de l'article 2, 7, 21, 4, 34, 37 et 90 illustre le degré de dérive institutionnelle. Cela pose une question de fond. La fédération béninoise est-elle encore en mesure de s'auto-réguler? Le gouvernement interpellé au regard des milliards de francs injectés chaque année par l'État pour soutenir le football, la question de l'implication du gouvernement devient incontournable. Peut-il rester spectateur face à une telle cacophonie alors que l'argent du contribuable est directement engagé? L'opinion publique s'attend à une réaction claire des autorités afin d'éviter que des querelles intestines ne compromettent les acquis d'un sport qui cristallise les passions nationales.
Prévu initialement pour le 20 septembre, le coup d'envoi du championnat national est repoussé au 27 septembre. Une semaine de délai qui, selon la Fédération béninoise de football, devrait permettre au comité transitoire, composé de 7 personnalités du milieu, d'assurer une transition efficace et harmonieuse. Mais pour beaucoup d'observateurs, ce report est la preuve d'une impréparation chronique. Depuis la fin de la saison dernière, rien n'empêchait de régler ces questions, bien plutôt s'indigne un acteur sportif. Le football béninois traverse un moment charnière. Entre décisions controversées, improvisation et climat de suspicion, la sérénité indispensable au bon déroulement des compétitions semble compromise. Clubs, joueurs et supporters appellent à plus de rigueur et de transparence dans la gestion. Une certitude s'impose avec le désaveu public de sa propre commission d'éthique. Saisie par un club professionnel mécontent, la FBF s'enfonce dans une crise sans précédent. Désormais, le doute plane. La fédération saura-t-elle redresser la barre à temps ou continuera-t-elle de s'enliser dans des querelles internes au détriment du football béninois? Alors, quand ta propre commission d'éthique arrive à te désavouer, qu'est-ce que ça veut dire, GPP? Oui, ça veut dire tout simplement qu'il y a péril en la demeure. Ça veut dire tout simplement que c'est Top Café Naom qui ne dit pas de nom, ou ça veut dire tout simplement que les gens sont animés d'une mauvaise foi, ils savent véritablement où se trouve le sentier et ont envie d'être dans le décor. Et malheureusement, si on n'y prend pas garde, ils vont conduire le football béninois dans le décor. On l'a dit lors de la semaine écoulée, on va le répéter. Donc les faits nous donnent raison. Absolument. On va le répéter une fois encore. Il va falloir se lever très tôt, prendre le taureau par les cornes. Il faut que tous les autres acteurs du secteur du football béninois se lèvent, tirent sur la sonnette d'alarme pour que les décideurs à tous les niveaux puissent stopper avant qu'elle ne démarre même. Mais c'est quand même une première, hein? C'est juste On incroyable. n'avait jamais vu ça. C'est juste incroyable. C'est la preuve qu'au-delà de tout, au-delà des affinités, au-delà des liens, il y en a qui sont honnêtes et qui n'ont pas envie que nous retournons vers ces années ténébreuses que le football a connues. Et je pense en fait que cela est de l'intérêt de personne qu'on y retourne. J'ai comme l'impression que ces dirigeants ont oublié ou n'ont du tout pas ressenti toute la douleur que tout un peuple a ressenti lors de ces moments. Toute une jeunesse, toute une génération sacrifiée lors de ces périodes de guerre inutiles. Et j'ai comme l'impression qu'ils oublient que oui, leurs intérêts sont importants, mais à des moments, tout un peuple les observe. Et il va falloir que ce peuple gronde et remette chacun à sa place. Gérard Yaobi, mais sans le peuple n'a plus besoin de gronder, étant entendu que la commission d'éthique fait déjà son travail. Ah, vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire qu'au Bénin, il y a encore des gens bien qui pensent que la nation doit évoluer. Et je tire d'ailleurs un coup de chapeau à cette commission qui a compris que, attention, il ne faut pas continuer par faire les jeux de couloir. Là, aujourd'hui, vous savez, il y a un adage de chez nous qui dit, je crois que c'est un proverbe africain qui le dit, le lézard prudent ne passe pas là où le serpent est tombé. Et là, nous allons droit dans, et nous sommes en train de tomber quelque part où je suis très sûr, et je continue par le dire, le président du Bénin, je veux parler du président de la République, ne laissera jamais ceci passer parce que il faudrait pas. Il est temps. On ne nage pas dans un fleuve ou dans la rivière les yeux fermés. Il est temps de taper en même temps du poing sur la table et de dire halte, il faut que ça s'arrête. Et déjà, je crois que la commission a déjà donné l'alerte. Et une fois que la commission a appuyé, il faudrait maintenant que les véritables acteurs qui sont encore dans l'ombre, qui n'arrivent pas à parler, peut-être parce qu'ils pensent qu'ils seront peut-être mal vus quelque part, mais le peuple est souverain et le peuple sportif, la population sait que désormais, le sport a pris l'envol au Bénin, le football prend
pratiquement, parce que bientôt, les 11 du Bénin, les Kepa du Bénin seront à la CAN. Et est-ce que c'est dans cette atmosphère qu'il faut continuer avec? Je crois qu'il est important d'arrêter et que le foot reprenne normalement comme cela se doit. Et il faut, je crois bien sûr que ceux qui ont assisté, ceux qui ont contribué à cette cacophonie, il faut carrément les balayer et continuer afin que le football puisse aller plus loin. Allez, sans transition, nous allons poursuivre avec le premier tour préliminaire des compétitions intertitres de la Confédération africaine de football. Nous allons voir les cas du Bénin et puis du Togo parce que il y a 2 représentants au niveau du Bénin, d'Adjé Football Club en Ligue des Champions et puis Coton FC en Coupe de la CAF. Et du côté du Togo également. Nous allons voir ce que GPP va nous présenter. Reportage. Ligue des champions CAF, l'ASCK et la RS Berkane se neutralisent à Lomé. L'association sportive des chauffeurs de la COSA ASCK a tenu en échec la renaissance sportive de Berkane ce dimanche au stade de Kégué en match aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions. Les 2 formations se sont séparées sur un score de parité d'1 but partout. Avec ce match nul, tout reste à faire pour les 2 équipes avant la manche retour prévue au Maroc. La SSCK devra aller chercher l'exploit à l'extérieur pour espérer décrocher une qualification historique pour le second tour. Coupe CAF à présent, Bouressou s'incline face à l'USFA. Pour sa première sortie continentale, l'AS Bouressou n'a pas réussi à ramener un résultat positif de Ouagadougou. Opposé ce vendredi à l'Union sportive des forces armées USFA du Burkina Faso pour le compte du match aller du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, les vice-champions du Togo se sont inclinés sur la plus petite des marges, 0 but contre 1. Avec ce revers, Bolessou est désormais contraint à l'espoir lors du match retour prévu à Lomé. Les hommes du coach intérimaire Bawa Bako devront impérativement renverser la vapeur devant leur public s'ils veulent décrocher une qualification historique pour le second tour de la compétition. CAF, compétition interclub, Dadje FC et Coton FC maintiennent l'espoir. On est désormais au Bénin. Les 2 clubs béninois engagés dans les compétitions africaines, Coton FC et Dadje FC, ont enregistré le même résultat après leur première sortie. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné le résultat des 2 représentants béninois dans les interclubs d'Afrique pour le compte de la saison 2025-2026. À Lomé, au stade de Kéké, le champion du Bénin, Dadje FC, s'est contenté d'un score nul et vierge face au champion libyen Al Ahly de Tripoli. En effet, ils ont multiplié des offensives, mais Dadje a essayé de limiter les dégâts à domicile et se permet d'avoir une lueur d'espoir avant le périlleux déplacement sur la ville de Tripoli le week-end prochain dans le cadre de la manche retour du premier tour préliminaire de la Champions League CAF saison 2025-2026. Le second représentant béninois dans les compétitions africaines, Coton FC a effectué le déplacement du Libéria pour le compte de la phase aller de la Coupe de conférence CAF de la saison. À Monrovia au Libéria, Coton FC a fait un match nul 0 but partout contre Blackman Warriors. Un résultat qui permet justement à Coton FC de conserver toutes ses chances pour franchir un nouveau cap dans son histoire. Cependant, l'équipe de Ouida, Coton FC, se doit d'être vigilante parce que cette formation est remplie de surprises. Dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA. Les différentes nations sont désormais situées sur leurs adversaires. Nous irons au Bénin et puis au Togo. On retrouve GPP pour plus de détails. Éliminatoire Coupe du Monde de la FIFA, les différentes nations sur le continent sont désormais situées sur leurs dernières oppositions. On va s'appesantir sur les cas du Bénin et du Togo. Les éperviers vont d'abord affronter la République démocratique du Congo le 10 octobre 2025 avant d'effectuer un déplacement au Sud-Soudan. Quant aux guépards du Bénin, leur première opposition sera en déplacement face aux Amavombi du Rwanda le 10 octobre 2025 avant l'ultime rencontre et le derby 100% ouest-africain du groupe
face aux Super Eagles du Nigeria en déplacement le 14 octobre 2025 au Godwill Akpabio International Stadium d'Uyo au Nigeria. Alors, GPP, comme on le constate, il reste 2 journées. Est-ce que Béninois et Togolais peuvent encore espérer aller goûter aux délices d'une phase finale de Coupe du Monde? Je pense que les Togolais vont se contenter de l'autre phase qu'ils ont connue. C'est-à-dire? Parce que là, les carottes sont pratiquement cuites du côté togolais pour ce qui est des... Mathématiquement parlant, est-ce que c'est pas possible? Je sais que, bon, vous évitez souvent les calculs d'épicier. Oui, il faut éviter les calculs d'épicier. Je pense que les copies présentées par les éperviers du Togo, j'y arrive en fait, ne rassurent guère ou n'augurent d'un bien meilleur lendemain. Il ne faut pas donner de faux espoirs à la population pour que derrière on puisse vous traiter de complaisant dans vos propos. Pour les guépards du Bénin, il y a une... Oui, pour les éperviers quand même, avant d'aller au guépard, pour les éperviers... vous savez, depuis un bon moment... Nous sommes en football. Oui, vous savez que depuis un bon moment... Depuis un bon moment, les éperviers changent un peu de face. Seulement que les éperviers ne sont pas constants dans le système de jeu actuel. Donc, par rapport à ça, c'est vrai, nous sommes dans le foot, on peut continuer pas y croire, mais lorsqu'on voit les calculs, je crois qu'il serait mieux de se préparer pour les joutes prochaines. Alors, revenons maintenant à vos guépards. Les guépards du Bénin, par contre, on peut espérer, parce que... Contre le Rwanda, ensuite contre l'ogre Nigeria. Oui, ça va être 2 rencontres compliquées. Et n'oubliez pas... En déplacement. Et n'oubliez pas qu'il y a une situation où l'Afrique du Sud pourrait perdre 3 points sur tapis vert. Oui, mais nous ne comprenons pas la réaction de la CAF, de la FIFA sur ce cas. On le dénonce et rien n'y fait. Non. Je ne comprends pas. Ils ont dit qu'ils ont quand même quelques jours pour faire appel et pour prouver le contraire de ce qui a été dit. Sinon, ils perdent sur tapis vert. Maintenant, les guépards du Bénin, il faut être honnête, ça reste quand même 2 expéditions des plus compliquées, des plus fastidieuses, surtout la dernière face aux Super Eagles. Parce que si les Bafana perdaient les 3 points sur tapis vert, cela réveillerait également l'appétit vorace des Super Eagles qui vont tout faire. On connaît la façon dont ils reçoivent les adversaires à domicile. Mais ils ont déjà été battus par les guépards en match aller. Oui, mais là on était un peu comme si c'était sur nos bases. On va dire qu'on est en football, tout peut se produire, mais je pense clairement qu'il faut braquer ses attentions sur Maroc 2025, bien préparer cette Coupe d'Afrique pour ne pas faire piètre figure là-bas. Et voilà. Si vous êtes un défaitiste, vous voulez... Aucunement. Vous voulez dire qu'il vaut mieux oublier la Coupe du Monde? Aucunement. Alors que nous sommes à 2 longueurs. Je vais être très objectif. Oui. C'est vrai que mon envie ou mon instinct d'un côté pour les guépards voudrait qu'on puisse goûter aux délices d'une phase finale de la Coupe du Monde. Mais ça paraît quand même très alambiqué, ça paraît quand même une des missions les plus compliquées pour la formation de... Vous n'y croyez plus? J'y crois, mais je reste prudent. Gérard Yaoumi, mes amis. FSP, vous êtes de son avis? Je crois que nous sommes quelque part où il faut être honnête et direct. Malgré lui, il est quand même... Non, je vais écouter. Non. Vous savez... Les guépards du Bénin sont dans une situation très compliquée. Aujourd'hui, lorsqu'on fait ces calculs, je crois que, mais en réalité, ces calculs n'avantagent pas. Au contraire, ces calculs avantagent plus le Nigeria parce que les guépards du Bénin ont 2 matchs capitaux à livrer. Bien sûr. Très difficiles. Aujourd'hui, lorsque moi je laisse l'Afrique du Sud, les guépards ont 14 points. Nigeria 11 points. Comment les appelle là? Vous demandez à qui? Vous n'avez pas appris vos leçons. Actuellement, voilà. Nous avons le Nigeria et
Je vous aide, ça se joue entre trois. Voilà. Entre trois équipes. L'Afrique du Sud, Oui. le Bénin et le Nigeria. Non, c'est le record commun. Puisque tout à l'heure, écoutez, Dites-moi. vous voulez vous baser sur peut-être la décision de la FIFA pour enlever les 3 points de l'Afrique du Sud. Oui. Ce qui serait normal parce que c'est ce que nous demandons tous, puisqu'il y a eu faute. Non, Et lorsqu'il y a faute, non, attention. Pas qu'on va se baser sur la décision de la FIFA, non, mais on se lorsqu'il y a base faute, d'abord... il faut sanctionner. Vous D'accord? On se base d'abord sur les faits existentiels, pas sur la décision. Parce que la décision peut être totalement à l'opposé de ce qu'on escompte. Mais on se base sur les Non, faits. on suppose. Les Moi, faits je vais. qui sont GPP, réels et qui GPP. prouvent que l'Afrique du Sud a GPP, fraudé. Oui. GPP, moi, je suppose même que on sanctionne l'Afrique du Sud. C'est que l'Afrique du Sud perd 3 points. Revient au même nombre de points que le Bénin. Le Nigeria est derrière. Mais désormais, qu'est-ce qui va se passer? Le Nigeria, moi, je ne vois pas le Nigeria à l'état actuel. Bon, perdre peut-être un match contre le Bénin. Nous Encore que, nous sommes en football. Nous sommes en football. Oui. Mais je crois qu'il faut faire les analyses comme cela se doit. Mais c'est les analyses que nous faisons. Il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre. Le Bénin a battu Il faudrait pas qu'on s'apaisante. Il faudrait le match retour. Je dis bien, que deux matchs ne se ressemblent guère. Mais le Bénin a battu le Nigeria, mais le Nigeria aussi a battu le Bénin après. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas la même compétition. Ce n'est pas la même compétition, Voilà. mais Mieux, écoutez, ça rentre dans les statistiques désormais. Vous me permettez 2 secondes. Et mieux, il y a un fait qui est important. Oui. C'est que si les guépards du Bénin arrivent à bien négocier leur expédition à Kigali, en terre rwandaise, ce sera une finale face au Nigeria. Vous croyez que... Non, laissez-moi aller au thème. Et lors d'une finale, tout peut se passer. C'est vrai que je vais être précautionneux, c'est vrai que je vais être objectif, tout comme vous essayez de le faire, même si je ne suis pas totalement d'accord avec votre développement. Si l'Afrique du Sud perd ses 3 points, qu'on le veuille ou pas, toutes les 4 vont être redistribuées dans ce groupe. C'est vrai, moi, le véritable élément qui m'inquiète, c'est comment on négocie nos 2 expéditions. Sachant que de l'autre côté, les Bafana ont pratiquement 2 matchs à domicile. Parce que l'adversaire qu'ils recevront aura pour terrain d'éligibilité l'Afrique du Sud. Mais tout peut se passer. C'est-à-dire on n'occulte pas un cas, on n'occulte même pas le fait que, comme le disent de façon triviale les Ivoiriens, les Béninois peuvent sortir dans dos dans cette affaire-là. C'est-à-dire, contre toute attente, on peut créer l'exploit. Maintenant, si on doit suivre les schémas, si on doit suivre les choses sur papier, on sait que ça paraît alambiqué. Mais qui veut dire difficile ne veut pas dire impossible. Voilà. FSP, vous savez, je crois que rapidement, GPP doit comprendre que nous sommes dans une situation aujourd'hui où... c'est vrai. Je ne comprends pas. Attends. Nous sommes dans une situation aujourd'hui où c'est vrai, tous les Béninois voudront que le Bénin se qualifie. Mais c'est normal. Mais aujourd'hui, moi je dis, et vous me donnerez raison un jour, bientôt, que c'est carrément impossible pour le Bénin. Aujourd'hui, ce Bénin, je dis bien, c'est son parce analyse, apparemment, le Bénin se base aussi, non, bon, mon frère ici se base peut-être sur les deux derniers résultats du Bénin, bon, espérant que le Bénin aille battre le Nigeria. Je dis, bon, en tout cas pour moi, je vois un peu ça, je vois ça trop compliqué. Maintenant, ce qu'on oublie aussi, c'est que l'Afrique du Sud, même si on lui a enlevé les 3 points, l'Afrique du Sud a 2 matchs, je continue pas à le dire, 2 matchs très, très faciles. Avec ces matchs-là, il suffirait seulement pour l'Afrique du Sud de faire une victoire et que ce soit et le Bénin ou le Nigeria de faire un match nul, l'Afrique du Sud est qualifiée. Donc, je crois que c'est un peu compliqué où nous sommes aujourd'hui. C'est là où je suis un peu d'accord avec mon frère ici. Finalement. Non, c'est que le Bénin prenne plutôt ces 2 matchs qui restent pour préparer plutôt la CAN que de penser qu'il faut. Oui, ça dit jouer sérieusement. Oui, parce que quelque part le Bénin est déjà qualifié pour la CAN et nous avons besoin
que le Bénin n'ait pas fait piètre figure à la CAN. Oh, il y aura une phase de préparation. Mais la phase de préparation sûr. commence par ici, s'il vous plaît. Et Ça tant commence que par ici. Nous sommes en Coupe du Monde. Oui. Et tant que la compétition n'est pas terminée, Oui. il faut toujours y Mais croire. en fait, Je n'ai pas dit de ne pas y croire. Je n'ai pas dit de ne pas y croire. Ce qui me cœur Mais vous savez. Ce qui me cœur avec vos propos, c'est Oui. ce discours quand même, je trouve, un peu touffu, pas très clair, Ah pas bon? très limpide. Oui, Vous voulez, d'accord? Il y a des possibilités. J'ai parlé de difficultés tout comme vous. Mais d'impossibilité, c'est tenir un propos, enfin des propos totalement défaitistes, Oui. des arguments de... Donc aujourd'hui, parce que c'est le Nigeria qu'on doit aller jouer face au Nigeria, il faut carrément qu'on envoie une lettre à la CAF pour dire bon... Mais je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Je suis allé même plus loin en disant qu'il faut plutôt prendre ces matchs comme des matchs de préparation Mais pour pourquoi la match de CAN. préparation? Parce que, oui, simplement parce que, écoutez, Alors qu'on veut aller à la aujourd'hui, Coupe, les gens veulent aller à la Coupe du Donc Monde. nous, c'est à croire que dans vos propos, oui. On sait que ça va être difficile, mais écoutez les gars, laissez. Non, attendez. Cette équipe du Bénin n'est pas encore prête pour le Coupe du Monde. Écoutez, cette équipe du Bénin n'est pas encore prête pour le Coupe du Monde. Vous pensez Il faut le comprendre comme ça. Écoutez, vous pensez que toutes les nations qui vont pour la Coupe du Monde sont prêtes, sont véritablement prêtes à 100%. Vous avez fait face au chef de l'État, vous avez fait face à tous les Béninois et vous leur dit, écoutez, oubliez votre affaire de Coupe du Monde, il vous reste 2 matchs, oubliez cela, hein, allez vous entraîner plutôt au Rwanda et pour la CAN. Non, soyons sérieux quand même. J'ai dit, c'est pas sérieux. Non, c'est bien sûr sérieux. Osons dire la vérité. Non. Écoutez, moi je dis, en tout cas à ma position d'analyse, je dis, Tant que vous n'avez pas battu l'ours, il ne faut pas vendre sa peau. sa peau. Oui, nous sommes d'accord. Voilà. Justement, c'est pour ça que je vous dis, ce Nigeria est difficile à battre, en tout cas à l'état Mais actuel. nous l'avons battu. Continuez de parler de Nigeria. vous l'avez battu, C'est mais vous difficile avez battu à battre. après. Non, écoutez, c'était un Nigeria facile qu'on a battu en Côte d'Ivoire. Ok, donc c'était un Bénin facile que le Nigeria avait battu. Mais non. Mais c'est pratiquement la même équipe. Bon, allez, Mais c'est pratiquement la même équipe. Nous allons avancer. Encore qu'actuellement, il y a Tout trop de en couacs dans souhaitant l'équipe actuellement. Bonne chance aux guépards et tout en demandant à tout le peuple béninois de rester derrière son équipe nationale comme un seul homme et que tout est possible. Lorsqu'on parle de football, tout est possible. Et là, nous, on leur souhaite bonne chance. Déjà, ils sont qualifiés pour la phase finale de la CAN. Bravo. Maintenant, pour une première fois dans l'histoire Ça serait quand même du magique. football béninois, là-bas, ils vont se qualifier pour une phase finale de Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Et Guénot Rohr, le sélectionneur béninois, est sur ce chemin-là. On le voit depuis quelque temps. On voit tout le travail qu'il a là-bas. On voit également, eh bien, les joueurs dans cette dynamique, même les supporters derrière. Je crois que tout est possible. Nous sommes en football une fois encore. Bonne chance aux uns et aux autres. Championnat du monde de pétanque, c'était à Rome. Plusieurs pays étaient absents, mais la grande France, puisque la France est le pays qui a le plus gagné de médailles lorsqu'on parle de pétanque, mais cette fois-ci, la France rentre chez elle sans une seule médaille d'or. Chez Pépé, reportage. Mondiaux de pétanque 2025, aucun titre pour la France, mais 3 médailles d'argent et 2 de bronze. Les championnats du monde de pétanque se déroulaient du 18 au 21 septembre du côté de Rome en Italie. Considérée comme l'une des nations majeures de la discipline, la France n'est pas parvenue à s'emparer d'un seul titre, mais seulement
des médailles d'argent. Une déception même si ce fut le cas en 2022. Donc, aucune médaille d'or pour la France lors des championnats du monde de pétanque 2025. Le 58e titre mondial attendra encore un peu. Nation la plus récompensée de l'histoire des championnats du monde de pétanque, la France a dû se contenter de médailles d'argent et de bronze à Rome, en Italie, lors de l'édition 2025 de la compétition. Battus 2 fois par des Thaïlandais et 3 fois par des Malgaches, les Bleus ne nourriront pas trop de regrets compte tenu de leur défaite assez logique. En effet, samedi en demi-finale, la route s'était déjà arrêtée pour la doublette homme Dylan Rocher et Christophe Sarrio et l'individuel homme Christophe Sarrio. Contre la doublette malgache, le combat fut âpre, mais à la fin, la réussite ne tournait pas du côté tricolore. Défaite 13-10. Quelques instants plus tôt, Sarrio s'était lui-même déjà incliné contre un malgache en individuel. Défaite 13-2. La doublette mixte, la doublette femme et l'individuel femme français étaient eux qualifiés pour la finale de ce dimanche. La journée a débuté par une défaite de la doublette mixte Audrey Bandira et Dylan Rocher contre le Madagascar 13-6 encore une fois. Du côté de la doublette femme, Nelly Peyré et Audrey Bandira, rien de plus réjouissant puisque les Bleus s'inclinaient largement, mais cette fois-ci contre les Thaïlandaises 13-2. Ce qu'il faut retenir, c'est l'absence de plusieurs nations, notamment le Bénin champion du monde en double mixte et le Togo, un peu comme pour signaler qu'il faut revoir les choses, arrêter la cacophonie au sein de la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal et en un mot, changer les mêmes qui gèrent sans partage la discipline et commencer par respecter les tests qui régissent l'institution. Alors, GPP, comment est-ce qu'on peut expliquer que le Bénin, qui est champion du monde en double mixte, ne puisse pas être de cette fête-là pour faute de visa? Je pense que cette nouvelle est tombée comme un cataclysme, comme un coup de massue sur tout l'univers de la pétanque, à l'échelle locale comme à l'échelle internationale. Les langues sont allées de toutes les orientations, de toutes les couleurs, quitte pour attaquer la Fédération béninoise de pétanque. Justement, les gens qui n'ont rien compris, parce que ce n'est pas la Fédération béninoise de pétanque qui en est pour quelque chose. Qui octroie les visas. La Fédération internationale de pétanque et jeux provençal, présidé par le vieux Claude Azema. Il doit maintenant faire valoir ses droits à la retraite, mais il ne veut pas laisser tomber les choses. Comment est-ce qu'on peut organiser ces mondiaux et ne pas faciliter l'octroi de visa aux pays qui désirent venir quand même participer à la compétition? Le Togo n'y est pas. Et il y a plusieurs autres nations qui n'étaient pas là. Abonnés aux absents. Mais je pense que c'est tout simplement incroyable quand même pour cette discipline sportive qui a connu de bien meilleurs jours il y a quelques années en arrière de par le passé. On peut désormais opiner dessus parce que le Bénin a organisé les 50e mondiaux de pétanque. Et supposer un instant que le Bénin ne puisse pas faciliter la venue de plusieurs nations, et notamment tout le monde parle encore en bien de ce Bénin-là. Absolument, absolument. D'abord les installations, et ensuite l'octroi. Les pays n'avaient pas besoin de visa avant on va tout simplement dire la facilitation, au Bénin, bien sûr. Alors qu'à Rome, j'ai écouté Dylan Rocher, l'un des meilleurs boulistes français, dénoncer les infrastructures, dénoncer le boulodrome. Et même le traitement de faveur. Il dit que c'est comme à la plage qu'on est en train de jouer, c'est du sable. Donc ça prouve à quel point, je pense, niveau organisationnel, la Fédération internationale de pétanque et jeux provençal avec à sa tête Claude Azema, ont cette fois-ci il est fatigué. Fait preuve quand même d'incapacité notoire. Et quand même, après, c'est pour vouloir jeter le discrédit sur des fédérations sérieuses comme la Fédération béninoise de pétanque ou encore comme la Confédération africaine des sports boules qu'ils tentent par tous les moyens de mettre à mal, de déstabiliser. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que c'est un vieux routier qui est à la tête de cette fédération. On profite pour faire un clin d'œil à l'honorable Idrissou Ibrahima, président de la Confédération
africaine des sports boules. Qui fait un travail exceptionnel. La preuve une fois encore que ces détracteurs sont en train eux-mêmes de se tirer des balles dans les pieds. Parce que ce monsieur, je vais nommer avec beaucoup de respect, Claude Azéma, est en train de montrer à la face du monde son incompétence désormais. Ah oui, sur certains il a sujets. suspendu par exemple les Marocains. Messieurs. Les Marocains ont saisi le tribunal arbitral du sport. Et ont eu raison. Et ont eu raison. Ont eu gain de Alors, cause. chez lui en France, il a suspendu un club qui a saisi un tribunal ordinaire. Et qu'il a désavoué qui à a nouveau. désavoué. Ça suffit pour démissionner. Je pense Quand même. Je pense que M. Claude Azéma doit pouvoir comprendre qu'à un moment, il a atteint des limites et qu'il doit pouvoir soit prendre la poudre d'escampette tranquillement pour éviter la grosse honte ou carrément se remettre en cause et réétudier les fondamentaux qui l'ont conduit à la tête de cette instance internationale. Parce que de plus en plus, il est en train de jeter du discrédit sur cette discipline sportive. Et c'est un pays africain qui a battu la France, Madagascar. Voilà. Et ça en dit long quand vous avez des champions du monde qui décrient les infrastructures, quand ces mêmes champions du monde ont apprécié, il y a de cela quelques années en arrière, au Bénin, des nations qu'on traitait de ne pas être capables d'organiser cette compétition, mais qui ont organisé la compétition avec brio et que derrière, on parle de Rome quand même. On parle de Rome, on parle de l'Italie. Chez le pape. Hein? Ah, quand même. Gérard, il y a vie, mais sans vie. Vous savez, dans la vie, il faut être direct. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Et lorsqu'on ne sait pas faire, on finit par montrer ses limites. Avec l'organisation, bien sûr, du mondial au Bénin. Parce que moi, je veux juste prendre le cas du Bénin et parler. Où beaucoup ont apprécié. Cela voudrait dire simplement qu'il y a de très bonnes choses qui se font dans ce pays et qu'il y a de très bons athlètes là-bas aussi. Récemment, la nocturne de pétanque, voyez comment ça a été fait. Quelque chose de bien et d'appréciable. Ouais, les nocturnes de pétanque, sous l'initiative du chef de l'État béninois, sur 2 ou 3 jours, ce furent de très belles de très bons moments. Compétitions. Et puis, les Béninois, même l'Afrique a apprécié. Sa juste valeur. C'est un cas qui doit faire école tout simplement. Un cas qui doit faire école tout simplement. Et après tout ça maintenant, les athlètes béninois qui n'arrivent pas à avoir le but. Est-ce que c'est acceptable? Ce n'est pas acceptable. Je crois qu'il est important, et je dis, c'est les Africains même qui doivent se prendre beaucoup plus au sérieux et comprendre que, attention, si on veut toujours faire confiance à ceux-là, ça va toujours passer. Peut-être que c'est des calculs qui ont été faits. Moi, je continue pas à le dire ici. C'est des calculs qui ont été faits. On s'est dit, bon, écoutez, ceux-là, ils nous ont fait la peau. Bon, il faut trouver les moyens pour les empêcher de venir. Et voilà, c'est ce que moi, je peux dire. Il faudrait que ça s'arrête. Ce n'est pas bon pour le sport de façon générale. Voilà, c'est pas bon. Et nous allons, sans transition, commencer notre voyage en ballon. On va directement à Ouagadougou. C'est au Burkina Faso. Retrouver Antoine Bationo pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Antoine Bationo. Bonsoir Félix Onde Pépéribé. L'actualité sportive, footballistique particulièrement, a été marquée au cours de cette semaine qui s'écoule, le week-end dernier, par les matchs de la campagne africaine. 2 clubs burkinabés sur le front du continent. Il y avait l'Union sportive des forces armées qui a ouvert les hostilités le vendredi 19 septembre au stade du Capoute. Le premier match des clubs dans ce stade après le match des étalons le 9 septembre dernier. Alors, face à Boloué-Sou, l'équipe du Togo, l'Union sportive des forces armées s'est imposée par la plus petite marge de 1-0. Mais un score quand même intéressant avant la manche retour dans quelques jours au Togo, c'est en moins de 3 jours particulièrement. Et puis en Ligue des Champions le lendemain, Raimo Football Club
était face à Manga Sport du Gabon. Ça n'était pas évident, ça a été un match très difficile, disputé de bout en bout. 90 minutes, Raimo n'a pas réussi à vaincre son adversaire du Gabon, 0 but partout, avec une équipe du Gabon bien en place, avec des joueurs comme Evuna, qui connaît bien le stade du Catou pour avoir faire un tour ici avec les Panthères du Gabon, du temps de Paolo Duarte en championnat. Le championnat, comme nous le disions la semaine passée, le Face au Foot, la Ligue 1 a repris, et c'était le dimanche 21. La bonne affaire a été réalisée par l'équipe de l'Est Douane, qui s'est imposée par 1-0 devant le nouveau promu, qui est le CFEB. Le reste des rencontres, les rencontres se sont soldées par des matchs nuls de 1 but partout, comme l'Étoile filante de Ouagadougou face au Real du Faso, ou Majestic face au RCK. En attendant, Raimo FC et l'USPA ont des matchs en retard. Antoine Batino, Ouagadougou, One TV. Direction à présent Constantine. Là, on est en Algérie avec Smaïl Ben Kaïdia pour le condensé de l'actualité sportive. Bonsoir Smaïl. Bonsoir FSP. Très heureux de vous retrouver à partir de l'Algérie et pour vous parler, comme promis la semaine passée, du football algérien, de la Ligue 1 Mobilis et ce qu'elle draine comme entraîneur étranger. C'est vrai que de par le passé, il y a eu toujours des entraîneurs étrangers qui ont apporté leur expérience au football algérien. Durant les années 70-80, il y avait surtout des pays de l'Est qui venaient ici en masse. Il y avait des Polonais, des Roumains, des Russes qui ont apporté surtout leur rigueur dans la stratégie et la condition physique. Ensuite, eh bien, il y a eu d'autres expériences. Cette année, par exemple, nous avons 2 Allemands, l'un à la GS Kabylie et l'autre à l'Entente de Sétif. Première aussi en Algérie, nous avons un Bosniaque à Constantine. Nous avons aussi les Tunisiens, nous ne les considérons pas comme des étrangers parce que c'est un pays frère et les échanges sont rapides et le va-et-vient est incessant. Mais les Tunisiens aussi ont pris la part belle des coachs, des barres techniques, des équipes de la Ligue 1 algérienne. Donc, qu'est-ce qui draine, qu'est-ce qui les ramène? Peut-être parler du côté pécunier, puisque l'argent est important, c'est-à-dire que le championnat algérien est assez riche en matière d'argent, mais aussi on va parler de l'expérience technique qu'ils apportent, même si vous savez très bien, FSP, que les supporters algériens sont très critiques et sont très exigeants. Ils n'acceptent pas beaucoup de choses et ils demandent beaucoup de résultats. La pression est telle que la plupart des entraîneurs ne résistent pas à la pression. Le meilleur des entraîneurs passe 1 année, voire 1 année et demie, mais sinon le travail de longue haleine comme il s'est fait à la GS Kabylie durant les années 80 avec Zivodko, le Polonais qui était emblématique et qui est resté plus de 14 ans comme entraîneur à la GS Kabylie, je crois que c'est vraiment dans le passé. Toujours est-il que le championnat algérien gagne par ces entraîneurs qui viennent apporter leur expérience, mais aussi des joueurs. L'année passée, nous avons eu un Russe. Cette année, pour la première fois, un Albanais joue au CR Belouizdad. Nous ne parlerons pas de nos amis africains qui viennent du continent, puisque c'est pas loin, et ils viennent de tout bord. Toujours. Il reste que le championnat algérien est assez intéressant. Et il n'en est qu'à sa 6e journée. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera un compte rendu de ce qui se passe dans le championnat et surtout ses péripéties. J'espère que nous avons répondu à l'attente, bien sûr, de vos questionnements. FSP, mes respects à partir de Constantine, Ben Kaïdia Spain pour One TV. Terminons par le pays de la Teranga, le Sénégal, avec Thiam Abdoulaye. Thiam Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Pépé Nangadef. L'actualité sportive au Sénégal est particulièrement dominée par la participation des clubs sénégalais au niveau des compétitions africaines de la CAF des clubs. Le Jaraaf de Dakar
a effectué un déplacement plus ou moins fructueux au niveau de Yaoundé, au Cameroun, où il est rentré avec 1 point. Match nul face à la Colombe sportive du Cameroun. Quant à Génération Foot, c'est au niveau du stade Lat Dior de Thiès qu'il a été tenu en échec par l'Académie Amadou Diallo de la Côte d'Ivoire. Rendez-vous donc dans une semaine pour voir est-ce que les clubs sénégalais vont réussir à composter leur ticket en perspective de la prochaine journée ou bien du prochain tour. L'actualité sportive aussi, c'est cette plainte de la coalition Madi Touré qui a décidé d'effectuer des prolongations pour porter plainte au niveau du tribunal arbitral des sports contre l'élection d'Abdoulaye Fall à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Ici au pays, tout le monde retient son souffle. Last but not least, c'est aussi cette incertitude qui plane sur Habib Diarra, qui est blessé avec son club. Beaucoup de personnes s'interrogent aujourd'hui sur sa participation sur la prochaine Coupe d'Afrique. Abdoulaye Thiam vous a parlé depuis Dakar pour Échauffement. Arrêt sur image. Arrêt sur image, nous allons parler aujourd'hui de Ali Wassi Sissi. Et quand on parle de Ali Wassi Sissi, c'est le président des SICA et supporter numéro 1 du sport africain. Est-ce que vous le savez? Je vais vous parler un peu quand même de cet homme. Le Bénin Golden Award BGA a commencé en 1997 et le festival SICA, qui signifie SICA, Star de l'intégration culturelle africaine, en 2001. C'est un événement culturel panafricain qui promeut la musique moderne d'inspiration traditionnelle qui se déroulait au Bénin avec la participation des artistes de plus d'une vingtaine de pays africains et ceux de la diaspora invités. Mais cet événement a été rendu itinérant depuis 2019. Après le Bénin, la Guinée-Conakry, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, c'est la Guinée équatoriale qui accueille cette 19e édition du 24 au 30 novembre prochain. Et nous disons donc félicitations, bravo à Ali Wassi Sissi, le promoteur, un grand monsieur. Écoutez, lorsque vous ne le connaissez pas, faites tout pour le connaître quand même. Lorsque vous arrivez au Bénin, demandez à voir Ali Wassi Sissi. Je ne sais pas si je mens, mon cher GPP. Absolument, je pense que c'est un monsieur au grand mérite qui a quand même cette facilité à être aussi bien dans la culture que dans le sport. Vous avez dit c'est un grand supporter du sport, mais ce qu'il fait également du côté de la culture n'est pas à battre du revers de la main. C'est un grand monsieur tout simplement, sa réputation le précède, sa grandeur d'esprit, son ouverture d'esprit, son accompagnement pour les initiatives culturelles et sportives mérite, à mon humble avis, plusieurs arrêts sur image. Et je pense quand même que cette pensée à son endroit est à juste titre et il faut célébrer les grands hommes. Il en est un et c'est avec grand plaisir que nous le célébrons sur ce numéro d'échauffement. Ali Wassi Sissi, mon cher Gérard Yaobi Messanvi. J'ai eu le privilège de le côtoyer il y a 10 ans de cela et j'ai vu que c'est un homme au cœur d'or. Moi, je l'ai côtoyé il y a 35 ans. Ah oui, mais vous êtes le doyen. Nous mettons nos pas dans vos pas, bien sûr. Donc, c'est un homme au cœur d'or. Et je crois que des hommes comme ça, il faut simplement les célébrer. Vive Wassi Sissi. Vive donc Ali Wassi Sissi. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, on commence par vous, mon cher Gérard Yaobi Messanvi. Coup de cœur, je voudrais dire merci. Merci à la commission d'éthique de la Fédération béninoise de foot qui a compris que dans la vie,
il ne faut pas souvent... On chante ensemble, mais les voix diffèrent à des moments donnés. Et c'est ensemble qu'on se met pour aller plus loin. Merci. Et j'espère que ceux qui sont dans l'ombre, qui veulent encore plonger le foot béninois dans le noir, vont comprendre et se ressaisir au plus tôt. Coup de gueule. Ouais, coup de gueule. Coup de gueule, je reste toujours au Bénin. Pourquoi toujours au Bénin? Nous sommes une télévision panafricaine. Oui, vous savez, à des moments donnés, lorsque ça ne va pas à des endroits donnés, il faut le dire. Et on choisit toujours là où c'est sombre, plus sombre d'ailleurs, pour dénoncer. Et je veux toujours tirer sur la sonnette d'alarme. Et je veux demander aux autorités, je dis bien sûr, à la Fédération béninoise de football, parce que moi je ne voudrais pas que le Bénin retrouve ses heures sombres. Il est important que vous vous preniez au sérieux afin que le foot, sinon le sport au Bénin, ne retrouve pas ses heures sombres. Chez Pépé. Alors, moi je vais démarrer direct par mon coup de gueule qui va aller à l'endroit de la FIPJP, de son président Claude Azéma. Il y a un dicton africain qui dit que quand vous n'arrivez pas à battre ou pas à battre un arbre, vous allez vous mettre à son ombre. Si vous n'allez pas vous mettre à l'ombre du président de la Confédération africaine des sports boules, l'honorable président El Hadj Idrissou Ibrahima, eh bien, vous serez abattu par la sécheresse parce que c'est ce qui va vous arriver, monsieur Claude Azéma. Et je pense que c'est honteux pour vous que de votre vivant, vous soyez à la tête d'une institution et que de pareilles incohérences se produisent, notamment manquer ou ne pas favoriser le déplacement de certaines nations pour une compétition d'envergure internationale. Ça prouve à quel point au niveau de la diplomatie, ça prouve à quel point au niveau du management et de l'organisation, vous êtes en train de passer totalement à côté de votre mission. C'est une fédération internationale et il ne devrait pas avoir d'accession de personnes. Il ne devrait pas y avoir de choix porté sur les nations. Toutes les nations doivent compétir, sinon vous n'avez plus la légitimité de vous appeler une fédération internationale. Et mon coup de cœur, le tout premier va venir à l'endroit des Amazones, des Agodjiers, d'un certain Ouzérou Abdoulaye, qui ont réussi une performance exceptionnelle du côté du Togo, qui, c'est vrai, il faut attendre la manche retour pour les voir passer la seconde étape, mais c'est déjà bien enclenché pour retrouver la troisième étape. Et mon second coup de cœur va à l'endroit de celle qui a sublimé nos visages. Je veux parler de Tania Cosmétique et Perles, qui franchement a réalisé un travail formidable et à toute son équipe derrière. Je vais profiter de faire un clin d'œil à tous les magiciens de l'ombre, grâce à qui nous avons cette émission, notamment Marzo Koluomon qui a un travail phénoménal, et Chris Bankole qui l'assiste et toute l'équipe. Allez, moi, mon coup de cœur, vous venez de me devancer, va directement à l'endroit des hommes et femmes de l'ombre. Je commence par notre réalisateur, c'est bien sûr Mark Zouk Oluomon et son assistant Chris Bankole. Sans oublier bien sûr à la coordination éditoriale Ali Wassi Sissi et le chef du service logistique Amoussou Honoré, et bien sûr, on ne peut pas ne pas parler de notre maquilleuse. Eh bien, on salue Tania Perle Cosmétique et sa DG, directrice générale, eh bien, Dazan Tatiana. Eh bien, Tatiana, j'aime bien le nom Tatiana. En plus, elle a un doigté fin, d'une douceur incroyable et ça sublime le visage. On vous la recommande. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même plateau. Salut chez vous.